Bonjour tout le monde. On va parler de CSS aujourd'hui. J'ai cru comprendre que certains ou certaines n'étaient pas forcément très chauds en CSS. Est-ce que vous voulez bien lever la main celles et ceux qui ne sont pas à l'aise en CSS ici? C'est bien, parfait. De toute façon, je ne vous vois pas. Ok, CSS a beaucoup bougé depuis sa naissance. Et le but, justement, c'est de faire un petit parcours de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de fonctionnalité CSS en 2022. Alors, bonjour, je m'appelle Raphaël. Je suis web designer, je suis intégrateur exactement. Je viens d'Alsace. J'ai créé une communauté qui s'appelle Alsa Création il y a quelques années, qui est devenue une agence web également, avec mon associé Rodolphe. Et pour le coup, moi j'aime beaucoup CSS. Je fais du CSS globalement depuis 1998. Ça existait déjà. Et ça a forcément pas mal évolué depuis. Alors très rapidement, je fais mon commercial 30 secondes. alsacreation.com, c'est donc une communauté qui existe depuis 2003 avec des tutoriels, un forum, un service d'emploi. C'est open source, c'est gratuit. L'agence web s'appelle également alsacreation.fr. Donc on est une toute petite agence en Alsace, on est 10 personnes aujourd'hui. On fait également des formations et puis voilà globalement. Et donc CSS. Aujourd'hui en CSS, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y en a très exactement combien 559 aujourd'hui, que bien évidemment personne ici ne connaît, même pas moi. À titre comparatif, il y en avait 50 en CSS1. CSS1 qui date de 96. Voilà le parcours que je vous propose. On va découper cette liste de fonctionnalités sous quatre formes. Les grands classiques que tout le monde est censé connaître aujourd'hui, voire appliquer en production. Une autre partie qui traitera des sélecteurs, des unités, des valeurs, généralement un peu moins sexy, mais parfois beaucoup plus pratique. Une partie un peu moins connue, et enfin on terminera par les game changers, donc celles qui changent la donne. Sauf exception, toutes les fonctionnalités dont je vais vous parler vont être compatibles à tout navigateur du monde en considérant que Internet Explorer est mort. Ce qui est statistiquement le cas. Si ce n'est pas le cas pour vous, je suis vraiment navré. En attendant, globalement, ce sera ce genre de compatibilité qu'on aura. Donc, plutôt compatible à peu près partout. Tout le monde connaît Can I Use? Si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir. Vous avez le support CSS, HTML, JavaScript, etc. Donc c'est parti. On va commencer par les plus connus. On va traiter de position sticky, des variables CSS, de grid layout, de add supports, de clip path et de aspect ratio. Tout le monde connaît toutes ces propriétés, bien entendu, et les applique en production. Très bien. Position sticky, voilà à quoi ça ressemble. Un truc qu'on a fait pendant des années en JavaScript. Ça parle de lui-même, hein. C'est un élément qui est globalement relatif à la page, mais qui devient fixé quand on atteint soit le haut, soit le bas de la page. En CSS, maintenant, on fait ça tout simplement avec la valeur sticky. Téléphone. Voilà, donc je passe, hein, c'est une liste, on va passer assez rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur chacune des fonctionnalités puisque j'en ai rassemblé énormément à caser en 1 heure. Par contre, si vous avez envie d'en discuter après, pareil, je suis disponible. Il n'y a aucun souci, je suis là toute la journée et je serai ravi d'en discuter avec vous.
Autre fonctionnalité, les variables CSS. Ce qu'on appelle les variables CSS s'appelle en vrai des custom properties. Ça ressemble à ça. Donc on déclare une variable. Ici, par exemple, dans le sélecteur root qui représente tout le document, on l'écrit de la manière la moins sexy du monde avec un -6 et on lui associe une valeur. Et on utilise cette variable ensuite avec la valeur fonction var, avec bien entendu à nouveau du -6. Ça n'a pas l'air très excitant comme ça, surtout si vous avez déjà fait du less ou du SAS, qui est bien évidemment beaucoup plus joli à écrire. Mais c'est pas tout à fait pareil, puisque là, pour le coup, il y a pas mal d'avantages par rapport à less ou SAS. Déjà, c'est pas un langage compilé, ça reste du CSS. C'est une vraie variable dans la mesure où SAS, par exemple, va vous compiler une valeur statique, c'est une constante. Ça va être très pratique pour tout ce qui est dark mode ou autre. Vous pouvez également bénéficier de la cascade CSS et vous pouvez interroger vos variables et les modifier à la volée, ce qui est plutôt intéressant côté client aussi. Un exemple d'usage très rapide que je ne vais pas détailler, puisqu'on reverra ça plus tard, mais tout ce qui est application en dark mode, vous pouvez changer les valeurs de vos variables selon l'environnement de votre utilisateur ou utilisatrice. Voilà pour les variables. Grid layout, le modèle de positionnement moderne de CSS. Peut-être que tout le monde a déjà entendu parler de Flexbox dans un premier temps, et également de grid layout. Alors, si tel n'est pas le cas, grid layout permet de faire énormément de choses, genre 10 fois plus que ce que fait Bootstrap en 10 fois moins de lignes. Ok, je troll un peu. Donc, grid layout, c'est tout simplement une nouvelle valeur de display, un display grid. On continue avec add supports. Add supports, ça va permettre de détecter tout simplement le support d'un navigateur. Si un navigateur supporte une propriété, là en l'occurrence, j'ai défini une position relative pour header, et si mon navigateur supporte position sticky, je vais modifier et adapter la position de header, la passer en sticky. Add supports permet de faire des choses intéressantes, notamment des améliorations qui ne seraient pas accessibles si le navigateur ne supporte pas. Ici, en l'occurrence, je dis que mon titre est à un texte de couleur noire afin d'être accessible. Et si le navigateur supporte une propriété qui est backdrop filter, qu'on verra plus tard, dans ce cas-là, j'applique backdrop filter en disant que l'arrière-plan est assombri et flou et le texte sera finalement de couleur blanche. Si le navigateur ne comprend pas backdrop filter, on aura un gros problème d'accessibilité puisqu'on aura du texte blanc sur un fond très très clair. Petit quiz, est-ce que tout le monde a reconnu la personne derrière l'image? Très bien, ou pas? Voilà pour add support. Vous ne saurez pas, non, je ne vous dirai pas. Add supports permet également de savoir si un navigateur ne supporte pas une propriété avec le mot-clé not. Là, pour le coup, les navigateurs qui ne reconnaissent pas display grid vont avoir droit à du joli float left. Et pour les autres, on passera en display grid. Ça évite d'écraser des propriétés bêtement et d'avoir un côté propre, un côté pour les vieux navigateurs, par exemple. On continue toujours avec les grands classiques et ClipPath. ClipPath qui permet de découper dans une boîte, de rogner une boîte avec des formes différentes, soit du SVG, soit des polygones. Voilà un exemple graphique.
Ensuite, aspect ratio, également fonctionnalité assez récente de CSS, mais qui fonctionne partout, qui permet de définir le ratio d'affichage d'un élément, d'une boîte, avec une des deux valeurs de soit la largeur, soit la hauteur. Il va adapter celle qui manque. Extrêmement pratique, notamment pour des vidéos, pour des iframes, ce genre de choses. Voilà pour le premier lot de fonctionnalités. On passe à la deuxième partie des sélecteurs, des unités, des valeurs, un peu moins d'effet wow. On parlera de clamp, de min, de max, de where, de all inherit, initial, unset et revert. À commencer donc par clamp. Clamp qui signifie pince, un truc comme ça. Clamp, c'est une valeur qui accepte des paramètres, 3 paramètres exactement, dont le minimum, ensuite la valeur souhaitée et ensuite le maximum. Généralement, le minimum et le maximum sont des valeurs fixes et la valeur souhaitée est une valeur fluide qui doit se balader entre les deux. Là, dans mon cas, je veux une taille de police qui dépend de la taille de fenêtre, donc exprimée en VW, largeur de fenêtre. Par contre, pour des raisons notamment d'accessibilité, je ne veux bien évidemment pas que ma police soit inférieure à un certain seuil, ici de 2 EM, et supérieure à 50 pixels. Voilà ce que permet de faire clamp. Clamp, je l'ai appliqué ici sur une taille de police. Je peux bien entendu l'appliquer sur n'importe quel autre type de propriété, des largeurs, des hauteurs, quoi que ce soit. Dans le même registre, on a min qui accepte une liste de valeurs. Une liste de valeurs, et pour le coup, le navigateur va récupérer que la valeur la plus petite de toute la liste. C'est un peu tordu à comprendre, mais ici, la taille de body sera de 1000 pixels, sauf quand la taille de fenêtre sera trop petite, et dans ce cas-là, body va avoir une taille de 100%. Voilà pour min. Max, c'est l'inverse, c'est une liste de valeurs. Le navigateur va prendre toujours la plus grande. Là, pour corser un petit peu, je l'ai appliqué dans une variable CSS qui elle-même s'applique à une gouttière. La gouttière, donc, en gros, fera 2 VW tant que possible, mais jamais moins de 1 rem. Ensuite, on passe à where qui permet de rassembler des sélecteurs. Comme vous pouvez le voir, where, si je place plusieurs sélecteurs dedans, je peux faire des combinaisons et éviter de répéter plein de fois les choses. On peut faire des combinaisons de where. Donc là, j'ai un button et un A en where et un état over et focus en where, ce qui nous donne ce type de sélecteur en CSS sans where. Alors, c'est pas toujours facile à lire. Par contre, c'est un énorme avantage. Si vous êtes déjà cassé les dents sur la spécificité des sélecteurs, donc le poids des sélecteurs, where a un gros avantage, c'est que son poids est nul. Son poids est nul, donc si vous déclarez tous vos styles au départ avec du where, vous pouvez les écraser sans aucun problème par la suite, parce qu'il y a 0 poids, même si vous mettez des ID dedans. Donc c'est plutôt pratique, notamment dans des fichiers reset, par exemple. On passe à all inherit, initial, unset, revert, qui vont nous permettre de faciliter tout ce qui est héritage de propriété et réinitialisation de propriété. En l'occurrence, all, c'est une propriété qui désigne toutes les propriétés du monde. Et all peut elle-même avoir comme valeur soit inherit, soit initial, soit unset, soit revert.
Alors, il va falloir rester concentré pendant 5-10 minutes parce que les effets de ces valeurs sont assez tordus. Inherit, j'imagine que tout le monde connaît, tout le monde pense connaître. En plus, il y a un petit indice sur l'écran. Inherit, effectivement, récupère la valeur du parent pour une propriété donnée. Donc, si j'ai un parent avec displayGrid, margin de rem, color hot pink, et un enfant qui dit all inherit, sans trop de surprise, c'est exactement comme si j'avais créé displayGrid, margin de rem et color hot pink. Alors, inherit est obligatoire pour certaines propriétés, sinon elles ne vont pas s'hériter naturellement. Dans mon exemple, la couleur s'hérite quoi qu'il arrive. Elle n'a pas besoin de inherit pour s'hériter. Voilà pour inherit. Initial. Initial, donc, qui désigne la valeur par défaut dans les spécifications. Et ça, c'est pas anodin. Donc, cette fois-ci, mon enfant va récupérer les valeurs initiales de son parent. Et contre toute attente, voilà exactement quelle valeur va avoir notre enfant. Notre enfant sera en display inline, en margin 0 et en color canvas text. Incroyable, hein? Tout simplement parce que mon enfant ne peut pas connaître sa valeur de display, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est un élément div, span ou n'importe quoi. Donc il ne peut pas deviner quelle est la valeur par défaut. Et donc il va tout simplement se reporter aux spécifications. Les spécifications disent clairement que la valeur par défaut de display est inline. C'est le navigateur ensuite qui va, au cas par cas, changer cette valeur et dire finalement si c'est un élément div, ce sera un display block. Et canvas text, c'est une nouvelle valeur qui sont maintenant des valeurs qui dépendent de, comment on dit, du dark mode ou du light mode, hein, des préférences utilisateurs. Donc canvas text va être clair sur un environnement sombre et canvas text va être sombre sur un environnement clair. Donc attention aux valeurs initiales, ce n'est pas forcément la valeur que vous souhaitez. Alors je vous ai mis un petit exemple. Donc display par exemple, vaut inline, c'est le navigateur qui le transforme en bloc. Et je vous ai mis quelques propriétés avec leur valeur initiale, notamment position qui vaut statique, width qui vaut auto, etc., etc. Unset va soit appliquer la valeur du parent, donc agir comme un inherit, soit récupérer la valeur initiale si cette valeur n'est pas héritable. Tout le monde est là ? Les propriétés qui sont automatiquement héritables sont généralement les propriétés typographiques. Donc la couleur, le texte, etc. Donc en appliquant unset, on aura ce résultat-là. Display n'est pas héritable, donc on récupère la valeur initiale. Margin n'est pas héritable, donc on récupère la valeur initiale. Et color est héritable, donc on récupère la couleur du parent. Ça a l'air tordu comme ça, et en vrai c'est assez tordu. Pareil, je vous donne quelques exemples de propriétés concrètes. En gros, dès que c'est héritable, ça reste hérité, et quand c'est pas héritable, on récupère la valeur initiale. C'est tordu, mais en vrai, unset, c'est plutôt pas mal, hein, notamment pour éviter... ça, c'est un tweet de Benjamin Decoq, hein, il y a quelques années, pour éviter de faire des resets sur des boutons, parce qu'il faut systématiquement enlever les paddings, les bordures, les machins, mais on veut toujours récupérer la police, la couleur, ce genre de choses. Et pour le coup, unset fait exactement le boulot. C'est exactement ce qu'on veut pour ce genre de choses. Revert. Alors si vous n'avez pas compris la précédente, celle-là est encore pire, parce que revert va récupérer la valeur du navigateur, la valeur que le navigateur applique. Sauf que s'il n'y en a pas, revert devient unset. Et je rappelle que unset, ça peut être soit inherit, soit initial.
C'est OK pour tout le monde? Très bien. C'est évident. Donc cette fois-ci, on a notre display qui devient bloc, hein, puisque c'est bien la valeur que donne le navigateur quand notre élément est un élément div, hein, c'est pour ça que j'ai précisé. Margin, il va récupérer la valeur initiale, et color, il va bien récupérer la couleur du parent. C'est peut-être le plus tordu de tous, revert, hein, mais au moins on récupère ici la bonne valeur de display qu'on attendait. Voilà, voilà. OK. Si c'est bon pour vous, on continue. Des propriétés et des fonctionnalités un peu moins connues, mais qu'on peut tout à fait utiliser en production. Voici la liste. Et c'est parti, backdrop filter. Backdrop filter qui va appliquer un filtre derrière un élément, sur body par exemple, mais qui ne va pas recouvrir le reste. Donc là, on est sur body, body qui a une modale, sélecteur qu'on verra tout à l'heure. Body va être flouté. Body va être flouté, mais pas le contenu de body. Backdrop filter accepte beaucoup de valeurs, donc tout ce qui est filtre en général en CSS, hein, donc l'opacité, le contraste, etc., etc. Les propriétés logiques qui existent depuis un paquet d'années et qui permettent de notamment s'adapter au sens de lecture. Donc toutes les valeurs existantes aujourd'hui latéralisées, gauche-droite, haut bas, ont des équivalents logiques, donc des buffs, hein. Notamment text align left, la valeur left va prendre la valeur start de manière logique. C'est tout à fait équivalent. Des choses comme padding left, padding right, on va pouvoir utiliser la propriété logique padding inline. Donc padding inline dans ce sens-là, horizontal, et padding block dans le sens vertical. Si vous voulez, par exemple, centrer un élément horizontalement, vous pouvez écrire un margin inline auto. Tout ce qui est bottom, ça va être du block end, c'est déjà un peu plus tordu. Width et height ont leur équivalent logique sous forme de inline size et block size. Alors, au bout d'un moment, on peut peut-être se poser la question de est-ce qu'il y a un intérêt à tout passer en logique, parce qu'après, il faut comprendre ce qu'on a écrit aussi. Mais si vous êtes sur un projet en arabe, par exemple, c'est clairement une évidence. Un petit récap de toutes les propriétés logiques existantes avec un lien. Il y en a un paquet. On continue avec des media queries. Les media queries qui sont une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps, généralement utilisée en responsive pour détecter la taille de fenêtre, ce genre de choses. De plus en plus de media queries existent, de plus en plus variées, notamment des media queries d'interaction. Quel est le type de pointeur qu'accepte le device? Là, dans mon petit bout de code, je vais tester si mon pointeur préféré du navigateur est coarse, donc c'est plutôt gros, de la taille d'un doigt. Et dans ce cas, je vais rajouter des petits symboles qui vont être soit des trucs tactiles a priori. Et à contrario, si le pointeur préféré de mon navigateur est plutôt fin, genre une souris, je vais tenter de le détecter avec ces emojis-là. Donc, un ordinateur de bureau de préférence. Ça fonctionne très bien. Le pointer. Donc, on a cette liste de pointers et de hover. On peut parfaitement s'en servir en production, ça fonctionne très bien.
Prefers Color Scheme, qui est également une media query qui va tout simplement détecter les préférences utilisateurs en termes de mode dark ou light. Donc, la valeur de mes variables sont chocolate et honeydew. Si je passe en mode dark, je change les valeurs, je les inverse et je les utilise après en CSS. Ça fonctionne très bien. Autre type de media query, les préférences utilisateurs en termes d'animation, en termes de transition, que vous pouvez définir donc dans l'OS en général. Prefers reduced motion. Si le choix de l'utilisateur ou utilisatrice est reduce, vous avez cette valeur-là et vous pouvez adapter ou désactiver vos animations transition en CSS. Et s'il n'y a pas de préférence, vous pouvez faire ce que vous voulez. Exemple concret qu'on pourrait mettre dans un fichier reset. Si mon utilisateur et utilisatrice est en reduce, je vais sur tous les éléments et sur les pseudo-éléments désactiver toutes les animations, toutes les transitions, mais également les images de fond qui sont fixées, les scroll behavior, etc., etc. En parlant de scroll behavior, voilà à quoi ça ressemble. C'est une fonctionnalité toute bête en CSS qui permet d'aller sur des encres, mais de manière smooth. Est-ce que c'est la valeur? Voilà, tout simplement. Scroll Snap permet de faire des points d'accroche, quand on lâche, quand on est en train de scroller dans une zone et qu'on lâche le scroll, les éléments vont se placer sur une grille, se coller à nouveau tout à gauche, soit au milieu, etc., etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est bien pratique, notamment sur mobile en responsive. Qui fonctionne verticalement et horizontalement. Et on peut choisir le type d'accroche si on veut que les éléments soient collés à gauche ou au centre, par exemple. Encore une fois, je rappelle que tout ce dont je parle pour le moment fonctionne sur tous les navigateurs depuis Edge au minimum. Nous arrivons au Game Changer. Alors j'en ai rassemblé 4. J'ai Cascade Layers, Content Visibility, Display Contents et un sélecteur Has. Alors les Cascade Layers vont répondre à une problématique qui existe en CSS depuis la nuit des temps. C'est pourquoi je vais être grossier, pourquoi mon paragraphe n'arrive pas à être de couleur tomato? Ben c'est simple, c'est parce que selon le type de sélecteur, le poids n'est pas le même, la spécificité n'est pas le même. Et là, bien évidemment, vous savez de quelle couleur sera mon paragraphe une fois que ce sera interprété par CSS, notamment en sachant que tous les sélecteurs fonctionnent. Ouais, très vite, qui pense qu'il sera tomato? Qui pense qu'il sera pink? Qui pense qu'il sera chocolate? Qui pense qu'il sera hot pink? Qui ne pense pas? Il sera bien entendu, je ne sais pas, chocolate. Il sera bien entendu chocolate. Parce qu'en termes de poids, on a globalement on a une pseudo-classe donc qui vaut un poids de classe, plus un élément, ce qui correspond au sélecteur à la spécificité la plus élevée. Ça, c'est un problème récurrent, historique en CSS. C'est on ne sait jamais combien de poids il faut mettre, on ne sait jamais ce que mon prédécesseur a mis, et c'est toujours un peu le bazar. Layer permet
de redéfinir en fait les spécificités. On peut les rassembler dans des couches, dans des layers. Là, en l'occurrence, j'ai créé une couche reset avec des sélecteurs dedans et une couche base avec un autre sélecteur dedans. Et pour notre plus grand bonheur, notre paragraphe sera de couleur pink. Puisque le premier layer sera traité en priorité moindre et le second layer sera traité en priorité moins moindre. On peut gérer l'ordre des layers, on peut les préciser au départ dans une feuille de style. Donc là, je vais préciser que reset sera le premier layer, puis on aura base par-dessus. Donc même en les déclarant dans un sens inverse, c'est forcément base qui l'emporte. Alors ne le faites pas, c'est un peu con. Pardon pour la vélotypie. Contre toute attente, les styles qui n'ont pas de layer sont appliqués en priorité. C'est ce que disent les specs, donc il faut le savoir. Donc là, en l'occurrence, notre paragraphe sera bien tomato parce que le reste est dans un layer. Et peut-être que ça vous aura traversé l'esprit. Si vous utilisez des frameworks un petit peu lourdingues, qui nécessitent en général des importants, des trucs, des cochonneries comme ça, rien ne vous empêche de placer votre framework dans un layer. Par exemple, lors de son import, vous pouvez le placer dans un layer framework. Et tous vos styles vont s'appliquer quoi qu'il arrive, puisqu'ils seront prioritaires en termes de spécificité. Autre game changer, content visibility. Alors on peut imaginer ici que j'ai un document très très long, avec énormément de choses dedans, beaucoup de sections. Content visibility va permettre de gérer la performance, le rendu de ces éléments-là. Content visibility auto va faire le boulot. L'autre ligne, je vais vous détailler tout à l'heure. En gros, content visibility auto, c'est un petit peu comme, c'est du lazy loading. C'est du lazy loading, c'est-à-dire que le navigateur va commencer à rendre, à calculer, à destiner les éléments que s'ils s'approchent du viewport. Si tel n'est pas le cas, ils ne seront ni traités, ni rendus, ni peints, ni quoi que ce soit. Et le content intrinsic size, c'est une bidouille, c'est un hack, parce que si on ne le précise pas, les éléments vont se stacker avec une hauteur de 0, ce qui n'est pas très intéressant, parce que du coup, ils seront directement au niveau du viewport. Paf. Pour le coup, Content Visibility n'est pas compatible partout, en l'occurrence, pas sur Firefox, pas sur Safari. Mais ceci dit, je vous en parle parce que, au final, j'ai envie de dire, c'est presque du bonus en fait pour tout le monde. Et c'est pas gênant pour Firefox et Safari, à part qu'il y aura forcément plus de problèmes de performance. Enfin, ça ne créera pas de problème de performance en tout cas. Ça ne fera que rajouter du bonus pour les autres. Display Contents. Alors, Display Contents va permettre à un élément de ne plus générer de boîte. C'est comme un display none, mais pas du tout pareil. En l'occurrence, ici, je suis dans Flexbox. Et j'ai un header en Flexbox dont les deux enfants sont une image et un formulaire. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'input de mon formulaire occupe toute la largeur disponible. Manque de bol, mon input n'est pas un enfant direct de header, donc il n'est pas du tout concerné par cette propriété qui ne s'applique pas du tout sur lui. Et c'est là qu'intervient Display Contents, puisqu'on va pouvoir gommer le formulaire. On va pouvoir gommer le parent forme, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce n'est pas un display none du tout. C'est juste comme si forme lui-même disparaissait, mais les enfants de forme deviennent les enfants de header et on va pouvoir agir dessus en Flexbox.
c'est pour le moins révolutionnaire. Encore une fois, si vous utilisez du Bootstrap avec des cols, des rows et des machins imbriqués, vous savez peut-être de quoi je parle. Display Contents, ça marche avec des problèmes notamment d'accessibilité de temps en temps. C'est difficile de dire quand c'est accessible ou pas. Donc globalement, renseignez-vous. Je vous ai mis une liste de liens à vérifier. Il y a certains éléments, notamment, si je ne dis pas de bêtises, les boutons et d'autres éléments où Display Contents n'est pas du tout accessible. Hein. Donc, ce n'est pas du tout rendu par des assistances techniques. Donc, à éviter absolument. Par contre, il y a plein d'autres cas où ça ne pose pas de problème. As, c'est certainement le sélecteur qu'on attendait depuis 25 ans en CSS. Avec l'autre truc qui dit qu'on peut centrer verticalement. Ça, c'est un autre sujet. As, comme son nom peut peut-être le laisser comprendre, ça va permettre de cibler à condition que l'élément possède un autre élément. Là, en l'occurrence, je vais cibler les A qui ont une image, donc où l'élément IMG est un descendant de A. Donc la condition, c'est s'il a une image, alors il sera hot pink. C'est bien le A qui est ciblé, c'est bien le parent, entre guillemets, qui est ciblé par ce sélecteur, et uniquement s'il dispose d'une image. On peut bien évidemment avoir un sélecteur un petit peu plus compliqué. Donc là, cette fois-ci, avec le chevron supérieur, c'est si l'image est directement enfant de l'élément A. On peut cibler des choses comme ça. On peut cibler des labels dont l'élément frère immédiatement suivant est un élément input. Donc si j'ai un input après moi, bah c'est moi le label qui sera hot pink. On peut faire un truc qu'on a déjà vu avant. On peut cibler body, mais que à partir du moment où il possède une modale comme enfant, comme descendant. Alors plus tordu. Dans une grille où des fois j'ai une image et des fois pas, je pourrais souhaiter une gouttière ici, donc l'espace entre. Je pourrais souhaiter une gouttière, mais que quand cette grille possède cette image. Donc j'ai un display grid sur la carte, et si elle possède une image, alors seulement je vais rajouter une gouttière. Donc il y a énormément de cas d'usage pour As. En voici encore un. L'idée, c'est lors du focus, lors du clic sur un élément du formulaire, de cibler l'entièreté, alors pas forcément du formulaire, mais de l'élément qui contient la case à cocher. Quelques usages de ce sélecteur. Ce sélecteur, à ce jour, fonctionne presque partout. C'est encore en travail dans Firefox. Il faut l'activer sous forme de flag, donc ce n'est pas tout à fait utilisable en production aujourd'hui. Ça va arriver très 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 vite. Vas-y, toi. Quelques bonus. Donc pour le coup, qui ne marchent pas partout. Les Media Query Ranges, le viewport dynamique et des Container Queries. Les Media Query Range, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, qu'on copie-colle aujourd'hui parce que c'est chiant. Là, on est bien sur une détection de est-ce que ma fenêtre fait au minimum 480. Donc on écrit min-width comme la propriété min-width, mais qui n'a rien à voir. And max width, machin. Vous, je sais pas, moi j'ai jamais été très fan de cette syntaxe, j'ai toujours du mal. Figurez-vous que celle-ci existe. Elle est compatible sur quelques navigateurs aujourd'hui. Et pour le coup, ça me paraît un petit peu plus facile à lire et à comprendre. Là, c'est bien un test sur width. Est-ce que ça fait au minimum
Enfin, est-ce que c'est supérieur ou égal à 480? Est-ce que c'est inférieur ou égal à 1024? Et je crois qu'on est plutôt pas mal. C'est malheureusement pas compatible sur Safari. Entre autres. Mais ça arrive, ça arrive. Le viewport dynamique. Vous connaissez peut-être les unités de viewport qui sont VW pour la largeur de fenêtre et VH pour la hauteur de fenêtre. Le viewport dynamique va nous permettre de détecter notamment la hauteur utilisable de la fenêtre. Donc quand le navigateur a rajouté son interface. Et on va voir plein d'unités qui vont être les viewports, les large viewports, le small viewport et le dynamic viewport. Le dynamic viewport étant une valeur située entre le maximum et le minimum du viewport. En l'occurrence, si vous voulez que votre page ait une hauteur minimum de toute la fenêtre, la vraie bonne valeur, ce serait DVH pour Dynamic Viewport 8, parce que ça va s'adapter à l'interface de l'utilisateur, quel que soit le navigateur. Ça résout énormément de problèmes de hauteur de fenêtre. C'est malheureusement pas très compatible. Mais là aussi, ça arrive, c'est en flag sur pas mal de navigateurs. Et on n'est pas loin. Et enfin, les container queries. Depuis le début du responsive, on utilise une détection qui passe par des media queries, donc qui testent la largeur de la fenêtre. Sauf qu'au final, nous, ce qu'on voudrait, on s'en fiche un peu de la fenêtre, c'est de savoir si mon élément a de la place dans son conteneur, dans son parent, quelle que soit la taille de la fenêtre. Et c'est là qu'interviennent les container queries, où l'idée, c'est globalement, à partir de ce HTML, j'ai un article dans Aside. Dans mon élément sidebar, je vais créer un contexte de confinement, ça s'appelle un contexte de confinement, avec un nom et le critère à tester. Là, j'ai utilisé inline size, donc la largeur en propriété logique de sidebar. Donc, il va tester la largeur de sidebar et selon sa largeur, on va pouvoir adapter ce qui se trouve à l'intérieur, donc ce qui est article. Ici, j'ai une détection avec add container kiwi. Si la largeur min width est de 25 rem, enfin si la largeur est au minimum des 25 rem, alors seulement article va être modifié en CSS. Alors le truc drôle, c'est que là j'ai le droit d'utiliser inline size pour la largeur, mais là je ne peux pas encore. Voilà l'idée des container queries. Ça va très certainement révolutionner la façon de faire du responsive. Parce qu'au final, on se rend de plus en plus compte que ce n'est pas la fenêtre qui nous intéresse, c'est vraiment le composant en lui-même. La compatibilité, c'est pas si pire. On attend Firefox, globalement, pour le coup. Et voilà. J'ai fait le tour. Il y avait d'autres choses. Il y avait vraiment pas mal de choses. Je savais pas quoi garder. J'ai tenté de faire une sélection. C'était pas facile. L'idée, c'est que vous ayez un panel de ce qui peut se faire aujourd'hui. J'espère que vous avez découvert des trucs. J'espère que vous allez utiliser des trucs en production que vous ne connaissiez pas. Et encore une fois, si vous avez des questions sur des fonctionnalités en particulier, je suis entièrement disponible aujourd'hui. Et on a 4 minutes pour les questions. Et on accorde 4 minutes pour les questions. Il faudra aller un peu plus vite pour sortir, pour rattraper les autres salles pour les autres.
N'hésitez pas à lever la main bien haut pour qu'on puisse vous voir. Merci beaucoup pour cette conférence. Le CSS, c'est mon métier et j'ai quand même appris plein de trucs. Et je me demande comment vous faites au jour le jour pour rester à jour sur tout ce qui se fait. En termes d'outils ou en termes de timing? En termes d'outils, oui. C'est pas très compliqué. J'ai des collègues qui font de la veille pour moi. Et sinon, j'utilise beaucoup Twitter encore, pour l'instant. Et après, l'avantage que j'ai, c'est que je fais quasiment que du CSS, en fait. Donc, il y a tellement de choses à faire en CSS que je fais presque plus rien d'autre. Donc, forcément, ça aide pour se tenir à jour. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour la conférence. Donc moi j'avais une question parce que je suis plutôt à la base dans le jeu vidéo et je suis étonné en fait qu'en 2022 on n'a toujours pas d'outils pour générer du CSS sans l'écrire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible, une sorte de compromis? Pour générer du CSS sans l'écrire? À la base, c'est quelque chose de visuel, le CSS. Donc, écrire du texte pour rendre quelque chose de visuel, ça me semble pas très logique. Ah, ça a toujours existé. Hein. Je pense que tout le monde a connu Dreamweaver ou ce genre de choses. Y a-t-il plus accessible et plus efficace? Plus accessible. Dreamweaver, c'est bien amélioré. Si, il y a des choses. Il y a Webflow, il y a pas mal d'outils. Après, c'est une question d'usage. Nous, on s'en sert pas, mais il y a des outils qui font des choses plutôt pas mal. Après, il y a forcément besoin d'une action humaine pour rendre les choses accessibles parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas devinables par une interface. Donc il y a heureusement encore besoin d'une interface, d'un humain pour dire ça c'est un titre, ça c'en est pas. Je suis complètement d'accord, mais je reproche exactement la même chose à HTML, c'est pouvoir designer visuellement quelque chose sans avoir à écrire du texte. Ouais, voilà. Je sais pas. Ouais, j'avoue, je me pose pas trop la question parce que j'ai tellement l'habitude que j'en éprouve pas le besoin. Est-ce qu'on a une dernière question? Tout en haut. Ouais. J'arrive. Tout d'abord, merci pour la conférence et merci aussi pour Alza Création parce que ça a été une bonne béquille pendant de nombreuses années pour moi. J'ai une question hors un peu du sujet de la conférence. J'ai vu que tu as trollé pas mal de fois Bootstrap, etc. Je vois qu'effectivement, avec tous ces sélecteurs et features de CSS natif, ça dépanne pas mal de cannes qui ont contribué à améliorer, que Bootstrap a aidé à solutionner. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore un intérêt d'utiliser des frameworks de ce type-là? Tu as fini la question? Ça y est. J'ai le droit de répondre, ça dépend. Oui. En vrai, Bootstrap, c'est très bien. Bootstrap a énormément d'avantages. Les composants de Bootstrap sont accessibles. Ils sont bien foutus, ils tiennent la route. J'ai aucun souci avec ça. Moi, le seul truc qui me dérange dans Bootstrap, c'est la grille de Bootstrap, qui pour moi est complètement obsolète. Mais pour le reste, j'aime beaucoup Bootstrap, en vrai. Mais j'aime bien troller Bootstrap aussi, en vrai. Merci. Ouais, la dernière. Merci pour la conférence. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a certaines propriétés ou choses que tu as présentées qui vont au contraire rendre plus difficile la lisibilité ou la maintenabilité des fichiers CSS? Je pense par exemple à ce que tu as présenté sur le All, avec les inherit, tout ça. Et par exemple, les layers, qui, si elles sont un peu dispatchées partout dans tes feuilles CSS, vont être dures à suivre. Et par exemple aussi le display content qui peut venir annuler une règle CSS, etc. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça et si tu as un avis là-dessus. Alors, oui, j'ai déjà réfléchi à ça. C'est effectivement des bons exemples. Display contents, hein, c'est généralement pour pallier des déficiences, hein, genre un HTML que tu ne maîtrises pas, notamment avec Bootstrap où la structure est très figée.
Et pour le coup, oui, si c'est pour pallier cette déficience-là, l'idée c'est de ne jamais utiliser display contents si tu maîtrises le HTML. De la même manière pour layers, hein, c'est exactement le même constat que je ferais. C'est tu dois t'en servir que sous la contrainte, que pour pallier des déficiences, parce que voilà, tu aurais un historique de CSS qui fait que tu es obligé d'utiliser important parce que voilà, tu as un projet ça fait 5 ans qu'il est là et que tu as des sélecteurs qui sont longs comme le bras, tu ne peux pas faire autrement. Là, tu utilises layers hein, sur un projet neuf hein, où tu es censé faire les choses correctement. A priori, tu ne devrais pas avoir besoin de ce genre d'outillage, effectivement. Ouais. Bah, merci Raphaël.